Bienvenue dans la brume, chères ombres. Venez vous faire envelopper dans un univers mêlant créatures démoniaques et tueurs sanguinaires. Laissez-vous submerger par la peur, l'angoisse et le mystère. Bienvenue dans la brume. Il y a une autre apparition, plus terrifiante que tout ce que j'ai jamais vu, chassant parmi les ombres ici. Elle se déplace comme une silhouette, apparaissant et disparaissant au son d'une cloche redoutée. Il est impossible de la localiser. Il m'a attrapé plusieurs fois, sans même que je le voie s'approcher. Souvent convaincu que mes arrières étaient couvertes, il s'est rapidement matérialisé juste derrière moi pour frapper à bout portant. Restez immobile et observez la brume. Ne bougez pas, ne clignez pas des yeux. Et pour l'amour de Dieu, ne respirez pas. Si vous pouvez contrôler votre peur assez longtemps et faire preuve de maîtrise de soi, il est parfois possible d'entrevoir son sentiment glissant en avant s'il est pris à la bonne lumière. Je prie pour votre sécurité. Philippe Ojomo arriva dans ce pays avec pour seul bagage l'espoir d'un nouveau départ. Il fut heureux quand on lui proposa un travail à la casse Auto-Haven. C'était une petite casse auto où les policiers se faisaient graisser la patte pour détourner le regard des affaires louches qui s'y pratiquaient. Philippe s'en fichait. Il avait côtoyé de près le crime dans son pays natal, et tant qu'on ne l'impliquait pas, il ne s'en mêlait pas. Lui, il réparait les véhicules et faisait marcher la presse. Et il le faisait très bien. On insérait une voiture et un petit cube métallique en ressortait. Sa vie se passait sans accroc, et il était très content de pouvoir vivre de son métier. Jusqu'à ce jour fatal où, par hasard, il vit du liquide rouge semblable à du sang, couler d'une des voitures à compacter. En ouvrant le coffre, il trouva un jeune homme bâillonné, ligoté, et au regard paniqué. Philippe libéra l'homme, qui réussit à faire 10 pas avant que le patron de la casse ne l'arrête et ne lui tranche la gorge. Que faisait cet homme dans ce coffre? Et pourquoi lui avez-vous tranché la gorge? Je veux des explications. On lui expliqua qu'il avait en fait été un simple bourreau, car presque chaque véhicule contenait une âme. C'était le service que fournissait Casse Auto à certains clients. Tu croyais vraiment que l'on pouvait te payer autant, juste pour détruire des voitures? Ouvre les yeux! Ojomo perdit pied, et par la même occasion, la tête. Il jeta son patron dans la presse, et l'actionna, doucement. Quand la tête en sortit, Philippe l'attrapa, et l'estirpa ainsi que la colonne vertébrale du corps. Puis il quitta les lieux. Ojomo était tellement déçu par la vérité derrière son métier et ses collègues, qu'il avait sombré dans un monde très noir, devenant ce qu'il refusait d'être, un tueur sanguinaire et sans pitié. Une nuit, lors d'un énième meurtre, une brume épaisse et sombre l'enveloppa, et on ne le revit jamais. Elle a hérité d'une incroyable fureur de ses ancêtres, la colère qui coule dans ses veines est son héritage. La terrible douleur qu'elle a subie l'a déclenchée. Rapide et mortel, l'esprit exerce sa vengeance sans fin. Rin était l'unique enfant de la famille Yamaoka. Elle grandit dans les couloirs poussiéreux d'une maison traditionnelle de Kagawa. Elle étudia l'enseignement dans une université privée, ce qui pesa lourdement sur les finances fragiles de sa famille. Cette année-là, sa mère tomba malade, et les factures commencèrent à s'accumuler. Rin commença à travailler à temps partiel dans un restaurant, dans une vaine tentative d'aider à alléger le fardeau. Son père était criblé de dettes, qui augmentaient sans cesse. Il commença à travailler 2 fois plus, dans l'espoir d'obtenir une promotion. C'est à cette époque qu'il commença à perdre le sommeil. Un sinistre murmure le maintenait éveillé toute la nuit, comme un rappel de sa situation désespérée. Épuisé, il commença à perdre le sens de la réalité, eut temps pour refuser ce que la voix lui murmurait pendant la nuit. Le père de Rin posa un geste désespéré. Il rencontra son supérieur et lui expliqua sa situation. Il le supplia pour obtenir une prime, une promotion, un congé, n'importe quoi. Je vous en prie, ma famille a vraiment besoin de cet argent. Sa demande fut refusée. L'entreprise avait lancé une ligne de production défectueuse qui lui coûtait très cher. Quelqu'un devait porter le blâme, et le père de Rin convenait parfaitement. Il fut renvoyé après 22 ans de loyaux service. Ce soir-là, Rin rentra à la maison après le travail. Elle était restée tard pour divertir les clients qui s'étaient attardés au restaurant. Alors qu'elle garait son vélo dans l'abri de jardin, elle entendit le hurlement de sa mère venue de la maison. Mère, c'est vous? Elle se précipita à l'intérieur.
et monta les escaliers jusqu'à la chambre de ses parents. Là, elle trouva sa mère en morceaux sur le sol. Ses membres tranchés étaient emmêlés dans une position anormale. Sa poitrine avait été découpée, dévoilant cette cage thoracique béante. Rin eut un haut le cœur. Oh mon Dieu. Non! Un katana aiguisé vint s'effondrer avec fracas. Rin bloqua la lame qui cisailla son avant-bras dénudé. Le choc de la reconnaissance dopa net la douleur. Son père tenait le katana, avec une expression stoïque. Elle hurla pour qu'il s'arrête, mais il entailla à nouveau son bras. Elle se précipita pour sortir et glissa sur le sol trempé de sang. Elle se releva en s'appuyant sur le cadre de la porte. Le katana traversa le mur, fendant son autre bras. Elle hurla de douleur alors qu'elle boitait dans le couloir, puis fut de nouveau atteinte par la lame de son père. Elle recula, en tremblant, alors qu'elle retenait la chair molle de son abdomen. Les images des membres emmêlés de sa mère défilèrent devant ses yeux. Rin s'élança vers son père, le faisant trébucher. Il frappa son abdomen lacéré et elle s'effondra sous la douleur. Alors qu'elle s'efforçait de se relever, il entailla sa cuisse, la faisant s'écrouler sur le sol. Alors qu'elle rampait vers les escaliers, il la prit par les cheveux et la tira brusquement contre une cloison. Le verre se brisa sous l'impact et elle tomba à travers, atterrissant à l'étage du bas. Elle entendit des bruits de pas quelque part au-dessus d'elle. Avec effort, elle bougea, se vrillant un passage à travers une mer de verre cassé. Les éclats la rongeaient, déchirant sa chair. Il devait être arrêté. Il ne s'en tirerait pas avec ce qu'il lui avait fait, avec ce qu'il avait fait à sa mère. Rin crachait du sang, qui se mêlait à celui de son menton écorché par le verre. Son pouls commença à résonner sourdement dans ses oreilles. Elle sentait que son corps était tellement lourd qu'elle ne pouvait plus bouger. Le sol trembla sous les pas de son père. Elle savait qu'elle ne s'en sortirait pas. Mais cela n'avait plus d'importance. Elle lui ferait payer, dans cette vie, ou la suivante. Une brume épaisse voila doucement ses yeux. Mais elle ne pouvait pas apaiser sa colère. Elle ne trouvera pas le repos. Pas maintenant. L'obscurité murmura, promettant une vengeance sanglante. Je le veux. Un serment fut prêté, et Rin ferma les yeux. La médecine est un domaine à la fois pratique et inhumain, mélangeant troubles physiques et psychologiques. L'étude de cette dernière peut entraîner de nombreuses séquelles, mais il ne faut jamais oublier que le cerveau humain est très complexe. Dès son jeune âge, Herman Carter comprit la psyché humaine. Analyser et déconstruire quelque chose d'aussi puissant que le cerveau l'intriguait. Il était un élève doué et attirait l'attention de ses professeurs. Il excella au lycée et fut publié dans Partisan, une gazette psychologique. En l'espace d'un an, Carter fut intégré au programme de neurosciences avancées de Yale, qui était en réalité une façade pour la CIA. Les capacités cérébrales sont indispensables pour conquérir le monde et faire plier les ennemis de l'autre côté de l'Atlantique. La CIA le comprit. Les interrogatoires et le renseignement devinrent donc leur priorité numéro 1. Tout ce dont ils avaient besoin était de gens brillants, comme Carter. Herman et d'autres recrues de haut niveau furent transférés hors du campus et dans un site classé secret en Illinois, connu comme l'Institut de la mémoire de Léry. Un protégé a besoin d'un mentor, et c'est là que le docteur Otto Stamper intervint. Il apprit à Carter que l'information est tout, et que la connaissance est le pouvoir. On lui donna tous les instruments dont il avait besoin, une main directrice, et plus ou moins tout ce qu'il demandait. Jamais il ne réalisa que la lumière du soleil était devenue si rare, qu'il était lui aussi maintenu dans l'ignorance. Car la connaissance ne vous donne pas seulement du pouvoir, elle vous transforme aussi en une menace. Eh bien, si j'avais su depuis le début ce que renfermait le cerveau humain... Sa mission était d'extraire des informations. Le docteur Stamper encouragea Carter à aller plus loin et à ne pas considérer cet établissement comme une structure médicale normale. Aucun regard ne les observait. Il n'y avait pas de règles à respecter. Vous savez, docteur, pour avoir la réponse que nous voulons, il ne faut pas hésiter à pousser les patients dans leur retranchement, quitte à salir un peu plus ses mains. L'agence indiqua simplement à Carter la bonne direction. Puis elle commença à faire quelques pas en arrière en voyant comment Carter pouvait continuer seul. Des sujets tests dociles furent échangés contre de vrais espions.
des personnes qui jouaient un rôle dans les troubles à l'extérieur de l'établissement. Carter assuma ce nouveau rôle. Le projet Réveil prit forme, et sur le papier, Carter le décrit comme une interrogation expérimentale. Il fut approuvé, et pendant quelques mois, personne ne frappa à sa porte. Des cris et des gémissements emplissaient le couloir à l'extérieur de son laboratoire. Mais les guerres influencent les gens, et ceux qu'ils acceptent, tant que l'ennemi est maintenu à distance. Les lumières fluorescentes clignotaient de plus en plus souvent. Le traitement électroconvulsif devint un plat standard du menu. Les prisonniers détenus dans l'établissement suppliaient des gardes de les emmener dans un autre laboratoire que celui de Carter. Les rumeurs étaient ignorées au début. « S'il vous plaît, je vous en supplie, mettez-moi ailleurs. Partout, partout, mais pas ici !» Eh bien alors, mon cher, vous n'aimez pas augmenter votre adrénaline de temps en temps? Au fil des années, Carter devint connu sous le nom du Docteur, et personne ne demanda jamais s'il était titulaire d'un certificat médical, ou même de ce qu'il advenait des prisonniers après qu'ils aient donné leurs informations. Ce n'est qu'après une semaine sans nouvelles de l'Institut de la mémoire de Léry qu'ils découvrirent finalement la véritable horreur de ce qui s'était passé là-bas. L'extraction expérimentale d'informations de Carter s'était transformée en une torture horrible et bizarre. Des patients et des prisonniers furent retrouvés morts ou dans un état végétatif, avec tout type de traumatisme crânien. Dans son bureau, ils trouvèrent la plus terrible des découvertes. Le docteur Stamper lui-même. La tête ouverte et un ensemble d'électrodes et de capteurs insérés dans son cerveau, encore fonctionnel, mais anéanti. Il n'y avait aucun signe d'Herman, le docteur, Carter. Mais ces documents de recherche suggéraient qu'il avait utilisé les prisonniers dans le cadre d'affreuses expériences d'électrochocs, alors qu'il cherchait la panacée du contrôle mental. Le gouvernement ne voulut pas savoir. Le site classé secret fut condamné, et toute connaissance de l'Institut de la mémoire de Léry fut supprimée pour toujours. Mais apparemment, on raconte que si on tend assez l'oreille durant un jour de brume épaisse, un rire démoniaque avec un léger ton électrique parviendrait directement à notre cerveau. La célébrité est quelque chose que beaucoup d'êtres humains désirent. Des fois, cela devient leur seule raison de vivre. Mais tout comme Icare, il faut bien faire attention à ne pas voler trop proche du soleil. Ji-Woon Hak s'épanouissait sous l'attention des autres, alimenté par les regards l'observant et les prononciations enjouées de son nom. Malgré le prestige, il ne désirait qu'une seule chose, en obtenir toujours davantage. Même quand il était enfant, il trouvait toujours le moyen d'attirer l'attention d'autrui. Quand il travaillait dans le restaurant familial, il attirait la clientèle par ses spectacles de lancer de couteau. Les touristes crédules pensaient que c'était là quelque chose de traditionnel en Corée du Sud, distribuant volontiers leur argent en retour. Le père de Ji-Woon dépensa les gains du restaurant dans des cours de danse et de chant pour son fils, l'incitant à atteindre la gloire que lui ne connaîtrait jamais. Ji-Woon ne le déçut pas. Après des années passées à régaler des moins que rien de ses capacités à l'occasion de concours de talent, la gloire s'ouvrit à lui. Yoon Jin-lee, une productrice, recruta Ji-Woon dans son programme. Hey gamin, t'as beaucoup de talent. On va faire de toi une star mondialement connue. Il fut transféré dans un dortoir à Séoul, où 14 heures par jour, on lui apprit à se déplacer, et à chanter, à trouver le bon équilibre entre la confiance et la modestie, afin d'en faire une star. Le processus fut épuisant, mais le résultat concluant. Yeonjin sélectionna Ji-Woon pour l'intégrer au boys band No Spin, et il apporta toute son énergie brute à leurs chansons. La gloire fut presque immédiate. Ji-Woon connut alors l'adoration des fans, enchaînant les interviews, et bien que leur calendrier effréné épuisa les autres membres du groupe, lui se sentait revigoré. Chaque jour venait affirmer qu'il était bien meilleur que toute la médiocrité vomie par la société. Mais au fil du temps, il commença à se lasser du champagne. Quand il regardait ses fans, il voyait comment leur joie et leur envie étaient divisées en 5, diluées entre les membres du groupe. Il tenait là sa confirmation, mais il était désespéré. Ce n'était pas assez, et il en voulait toujours plus. Ah! Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Leurs regards ne doivent être tournés que vers moi. Moi seul mérite d'être vénéré. Ji-Woon maintenait les apparences, dissimulant son profond dégoût derrière un charme artificiel. Il enregistra le dernier album de No Spin avec ses compagnons,
sans jamais rater la moindre note. Après une longue pause déjeuner, il retourna au studio, où il découvrit que le destin lui avait fait un cadeau. L'odeur des câbles brûlés était facilement reconnaissable. Il se précipita en régie et vit que la porte était bloquée par des haut-parleurs tombés. De l'autre côté, les membres du groupe tambourinaient à la porte, leur cri accompagné par le crépitement des flammes. Ji-Woon les interpella, avant de se précipiter vers les haut-parleurs, d'en saisir un et de s'arrêter net. Il se figea sur place. Chaque inspiration était un processus conscient et délibéré, nécessitant toute son attention. Les cris proches étaient à peine audibles, et lentement il recula. C'est alors qu'il les entendit. Ils hurlaient son nom, tandis que les flammes les dévoraient. Ils criaient à l'aide. Ji-Woon, Ji-Woon, Ji-Woonak. Il n'avait jamais rien entendu de si beau. À l'arrivée des pompiers, ses larmes étaient sincères. Ji-Woon fut glorifié, comme une figure tragique, un héros qui avait fait tout son possible dans une vaine tentative pour sauver ses amis. Yeonjin fit enchaîner les interviews, jusqu'à ce que le moment soit venu de lui donner une nouvelle image. Il avait ressuscité, sous le nom du Farceur, un artiste solo, qui produisait ses propres chansons, arborant un cœur sensible sous une apparence sauvage. Mais loin des plateaux de télévision et des concerts, quelque chose de sombre grandit en lui. Ces voix, elles étaient magnifiques. Il faut que je puisse réentendre ça. Il cibla ceux qui vivaient seuls, s'en prenant à eux la nuit tombée. Sa première victime fut un étudiant de conservatoire, à la voix captivante. Ji-Woon le réveilla à l'aide d'une batte de baseball sur son crâne, lui attachant les bras et les jambes, le bâillonnant avec un chiffon scotché sur sa bouche. Il le tortura pendant des heures, le disséquant vivant. Mais il lui manquait quelque chose, un lien. Il voulait entendre la voix merveilleuse de sa victime supplier, tandis qu'il l'éventrait, mais il n'obtint que des cris étouffés au travers de son bâillon. Après plusieurs essais, il savait parfaitement comment s'y prendre. Les victimes devaient être enlevées, puis menées dans un bâtiment abandonné où ils pourraient laisser leur voix transmettre librement leurs émotions. Il créa de la musique grâce à elle, faisant pression aux bons endroits pour activer différents types de hurlements et de cris. Poignarder le carré des lombes provoquait un long gémissement guttural, mais étrancher la carotide créait un son similaire à celui d'un chat en train de se faire étrangler. Il y avait une forme d'honnêteté dans leur souffrance. Ji-Woon enregistrait chaque session, les synthétisant et les retravaillant pour les intégrer à ses chansons, les dissimulant derrière des couches mélodiques. Son œuvre le remplissait de joie. Il laissa les indices à la police, disposant un boît de vision d'une récente séance photo autour de la gorge tranchée d'une victime. Pour son meurtre suivant, il arracha les dents d'un homme, pour qu'il ressemble à celle d'un boxeur d'un de ses clips. À l'occasion d'un appel particulièrement audacieux visant à attirer l'attention, il tua une fan connue lors d'une rencontre VIP, remplaçant ses yeux par des boutons de manchette en diamant et écrivant « J'ai vu Dieu » en lettres de sang sur sa poitrine. Chaque scène était un spectacle éblouissant. Entre sa musique et ses meurtres, le monde entier parlait de l'œuvre de Ji-Woon. Néanmoins, la violence devint sa forme d'art préférée, ce qui affecta sa carrière musicale. Les recettes diminuaient et les cadres de Mighty One commencèrent à le signaler. Yeonjin, dans une rage professionnelle, prit sa défense, mais elle était en infériorité numérique. On ne peut pas le laisser continuer sa musique comme si de rien n'était. Mais ce n'est pas lui, ces meurtres ne sont que de simples coïncidences. C'est sûrement un fan obsessionnel qui doit rôder. Ça suffit, ce mec est clairement pas net. Oui, en plus ces musiques font vraiment froid dans le dos, il faut qu'on reprenne la main dessus, c'est pas possible. Ji-Woon se vit alors interdire de produire ses propres chansons. La décision fut dévastatrice. Ses chansons fusionnaient l'humanité la plus authentique à la musique. Mais les cadres rejetaient tout ce qui n'était pas générique et prévu. Sa décision était prise. S'ils étaient incapables de comprendre son art, il les y intégrerait jusqu'à ce qu'ils y parviennent. Il disposait de 3 mois avant de se produire à l'occasion d'un concert privé pour le conseil d'administration de Mighty One. 3 mois pour préparer son magnus opus. Il transféra des sommes folles à un vétérinaire en échange de bonbonnes de protoxyde d'azote, puis soudoya le technicien de scène du théâtre privé de Mighty One pour lui donner accès à la salle. Le bénéfice du doute que lui octroyait sa célébrité, personne d'autre ne pouvait en profiter. Quand son spectacle fut prêt, le gaz circula dans la pièce où les cadres et les machinistes attendaient Ji-Woon, qui, comme par hasard, était en retard. À son arrivée, les corps semi-conscients étaient affalés sur leurs fauteuils, et à même le sol. Il travaillait rapidement, ligotant tous les assistants, marquant seulement une pause en arrivant à Yeonjin, la femme qu'il avait sortie de son trou à rats et poussée sur la voie qu'il méritait,
elle aurait droit à sa récompense et profiterait d'un accès spécial au merveilleux spectacle à venir. Même sous sédation, elle luttait. Une violente tempête faisait rage en elle, bien plus fort que les autres. Il l'installa comme unique membre du public, la forçant à garder les yeux ouverts. Les autres furent menés en pleurs sur scène pour procéder à leur acte final. D'un rire méprisant, il les maquilla tout en les giflant et dirigea les projecteurs sur eux. Ils devinrent ses instruments. Sur le son des mélodies autoproduites, il les tortura, virevoltant avec grâce d'un corps à l'autre, menant un crescendo lyrique à partir de leurs gémissements. Ils hurlaient, gémissaient, pleuraient et imploraient leurs proches, appelaient leur mère. Ce fut une superbe effusion d'émotions, l'essence même de l'être humain, et ils le firent tout en fixant Ji-woon du regard. Les viscères se vidaient sur scène, puis il lança son couteau, afin de faire taire le dernier instrument humain et mettre un terme à la musique. Épuisé, couvert de sueur et de sang, Ji-woon regarda Yoon-jin et fit une révérence. Il avait atteint la perfection. L'âme en main, il se dirigea vers Yoon-jin, prêt à régler les derniers détails avant le générique de fin. Mais alors qu'il approchait, un brouillard se propagea dans l'entièreté de la salle. Yoon-jin et Ji-woon se regardèrent. Ce dernier eut à peine le temps de s'élancer dans sa direction que le voile gris épais les enveloppèrent complètement, ne laissant plus qu'une salle de spectacle vide, avec sur la scène une macabre représentation. La monstruosité a toujours eu des formes différentes. À certaines époques, ce qui actuellement peut être évoqué comme des cas rares possédait le nom d'aberration. Mais souvent, c'est en se faisant traiter comme un monstre qu'on le devient. Enfants siamois, Charlotte et Victor Deshaies ont développé un lien émotionnel rare. L'invraisemblance de leur naissance au XVIIe siècle pourrait passer pour un miracle, mais elle déclencha presque immédiatement une vie de persécution. Les jumeaux étaient venus au monde avec le bas du corps de Victor soudé à la poitrine de sa sœur, ses jambes enroulées autour des muscles et organes de cette dernière. Plus petit que Charlotte, il avait surtout grandi en excroissance du corps de celle-ci, plutôt qu'en enfant complètement formé. Les nouveau-nés se mirent à hurler, tout comme la sage-femme qui les avait aidés à naître et qui s'enfuit de la maison en hurlant. Ah! Une sorcière a donné vie à un démon! C'est alors que commença la traque de Charlotte, Victor et de leur mère, Madeleine. Les années suivantes n'étaient que de fugaces souvenirs pour les jumeaux. Mais c'était là ce qui ressemblait le plus à une vie normale. Ils s'imaginaient que tous les enfants vivaient le même périple avec leur mère, que les parties de cache-cache dans la campagne française n'avaient rien d'exceptionnel. À l'âge de 5 ans, ils durent faire face à un nouveau défi quand leur mère est tombée malade. Pâle et épuisée, Madeleine n'eut d'autre choix que de déléguer la recherche de nourriture à Charlotte. Enfouie sous une couche de vêtements qui dissimulait le corps protubérant de Victor, la jeune fille s'éloigna de leur tente en forêt et se dirigea vers la ville à proximité. La vue était spéciale, mais elle se souvint de son entraînement, attendant une opportunité sur le marché pour chipper toute la nourriture possible. C'était une victoire dans le jeu, mais de courte durée. Sale petite voleuse! Tu ne perds rien pour attendre. Après minuit, des flammes encerclèrent le campement de la famille, dansant dans l'obscurité. Un cri a brisé le silence de la nuit, donnant l'ordre à une foule de chasseurs de sorcières d'attaquer. Des mains crasseuses tirèrent les jumeaux de leur lit, Charlotte frappant du pied frénétiquement quiconque approchait. Madeleine criait pour ses enfants, mais un coup de gourdin sur son crâne se chargea de la faire taire. Victor poussa un cri strident, couinant tel un rat pris au piège. Les chasseurs se coordonnèrent rapidement. Un juge désigné à la levée déclara Madeleine coupable de sorcellerie, preuve étant sa progéniture démoniaque. En quelques minutes, ils attachèrent son corps inconscient à un arbre, entourant ses pieds de brindilles sèches et de mousse. À son réveil, elle ne lutta pas, suppliant uniquement de ne pas laisser ses enfants la voir ainsi. Par pitié, ne laissez pas mes enfants assister à ma mort, s'il vous plaît, je vous en prie. Oh, la ferme! Ah, tes deux monstres vont pouvoir profiter du spectacle eux aussi. Les jumeaux furent forcés de regarder la torche allumée et les flammes dansantes sur la jupe de leur mère, dévorant sa chair. Ils virent comment la graisse dégoulinait de son cadavre, son visage tordu recouvert de cloques.
Ils regardèrent jusqu'à ce que les hurlements qui déchiraient ces cordes vocales cessent et qu'il ne subsiste plus que le crépitement des braises et une puanteur à soulever le cœur. La moindre trace de bonheur et de bonté qu'il y avait en eux s'éteignit à la mort de leur mère. Mis en cage et transportés dans un vieux temple en bois, ils furent revendus à un groupe d'hommes mystérieux, vêtus de capes noires. Victor réagissait avec la férocité d'une bête enragée envers quiconque l'approchait, cherchant à mordre et à griffer. Seule sa sœur était capable de l'apaiser. Amère et haineuse envers tout le monde, à l'exception de son frère, Charlotte se découvrit un but dans la protection de ce dernier. Dans le temple, ils furent les sujets d'expériences inhabituelles, parfois cruelles, mais le plus souvent déroutantes. Un jour, ils devaient briser le cou d'un petit oiseau gris. Le lendemain, les hommes les faisaient saigner au-dessus d'un vase de roses. Tous les 7 jours, ils dormaient avec une branche de chêne humide sous leur oreiller, sans oublier les chants, émis à intervalles réguliers par un chœur interminable de silhouettes cachées. Jusqu'à ce que l'expérience finale soit programmée. 2 silhouettes guidèrent les jumeaux au centre du temple, maintenant Charlotte sur un autel dans une pièce éclairée par des chandeliers. Le visage ridé d'un homme les scruta sous sa capuche, appliquant une main sur le front de chaque jumeau et procédant à un examen attentif de leur crâne. Il prononça les mots « Memento Mori », tandis qu'il s'emparait d'une lame brillante. Charlotte se jeta sur le côté, repoussant son frère de l'autel. Dans un cri strident, il tendit le bras aussi loin que possible et fit tomber un chandelier à terre. Le bois sec prit feu en un instant. Les flammes se propagèrent au sol, incendiant les robes noires. Des cris d'agonie transpercèrent, ce qui ne manqua pas de revigorer Charlotte. Elle se précipita à travers le brasier, ne voyant rien d'autre que de la fumée noire et des flammes torrides. Ses poumons, chargés d'un air lourd, se firent douloureux. Elle ne trouvait pas de sortie, le moindre pas la menant vers la chaleur écrasante. Suffoquant, elle tomba à genoux, et ce fut là qu'elle la vit, la lueur du soleil au travers des arbres. Elle trébucha hors des flammes, au milieu d'une parcelle d'herbe couverte de rosée. Sans se retourner, elle courut dans la forêt, jusqu'à ce qu'elle s'écroule d'épuisement. Lorsque Charlotte ouvrit les yeux, elle chercha la main de Victor. Il n'essaya même pas de bouger, son corps suspendu à son torse, inerte. Elle saisit son visage et observa ses yeux tristes, immobiles. Les mouvements auxquels elle était habituée, son corps tiraillant sa peau, ses jambes tapotant la cavité de sa poitrine, tout cela avait cessé. Victor était mort. Charlotte n'eut d'autre choix que de continuer d'avancer en pleurant, de crainte que les capes noires et les chasseurs de sorcières ne la retrouvent. Elle dissimula le cadavre de son frère sous ses vêtements et se dirigea vers les égouts d'une ville proche, alimenta son campement, sortant pour voler la nourriture qu'elle pouvait et s'attaquant aux granges pour chipper la bouillie des cochons quand elle était désespérée. Au fil des années, le cadavre de Victor finit par pourrir, ses membres noircis sointant, mais résistant à la décomposition totale, comme si le sang de sa sœur circulait encore à l'intérieur. Protéger son corps sans vie devint la seule raison d'être de Charlotte, qui refusait de se séparer de l'unique famille qui lui restait. Son adolescence fut un véritable exercice de survie. Sa haine pour l'humanité augmenta de jour en jour, car elle réalisa qu'il ne la laisserait jamais vivre en paix. Peu importe combien avait perdu la vie lors de ses larcins bâclés et autres tentatives désespérées de s'échapper, ils seraient toujours plus nombreux à la poursuivre et à la traiter de monstre, de démon, de sorcière, et les capes noires étaient les pires de tous. Ils la pourchassaient sans cesse, la forçant constamment à abandonner son abri et à prendre la fuite. Charlotte passa des années à fuir, faisant couler le sang par nécessité, veillant sur son frère mort depuis longtemps. Durant un hiver particulièrement froid, son corps commença à lâcher. La nourriture se faisait rare, et son refuge branlant ne la protégeait pas des températures glaciales. Armée d'une faucille, elle se recroquevilla près de son feu de camp dans les bois, ignorant si Cap Noir l'emporterait avant que le froid ne s'en charge. Tandis que ses narines et ses lèvres gelées prenaient une légère teinte bleutée, Charlotte ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais éprouvé jusqu'à ce jour. L'acceptation. Elle ferma les yeux et s'ouvrit à la sérénité de la mort, quand elle entendit un cri strident et féroce. Victor fut alors pris de spasmes et s'agita sur son torse,
un nuage de brume l'enveloppant. Avant qu'elle ne puisse réagir, il tomba à terre dans une flaque de sang et partit en courant dans la neige. Refusant de céder à la mort, elle s'élança à sa poursuite, l'appelant par son nom. Victor! Victor! Elle courut dans la forêt jusqu'à ce qu'elle aperçoive Victor, assis à proximité d'une brume épaisse. Son visage, tordu et sauvage, hurlait tandis qu'une silhouette sombre à capuche émergea de la brume, l'attrapa par le bras et l'emporta. La sérénité éprouvée par Charlotte s'était évanouie, laissant place à une haine bouillonnante et à la rage sur laquelle elle s'était appuyée pendant si longtemps. Serrant fermement sa faucille, elle s'élança dans la brume, prête à éviscérer quiconque approcherait de son frère.